Bonjour, c'est legit la pire intro que j'ai fait de ma vie. Et salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour ce nouvel AVP. Aujourd'hui on va voir ensemble quel moniteur ou téléviseur acheter pour votre future machine, que ce soit PS5, Xbox Series X, Series S ou même PC. On va également un peu taper dans le côté technique, mais ça je pense que vous vous en doutiez avant de cliquer sur la vidéo si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Et bref, tout ce qui concerne HDMI, HDR, temps de réponse, etc. etc. Donc quoi qu'il en soit, quels sont les meilleurs écrans du marché? Eh bien on va voir ça tout de suite, générique. Alors sachez que je fais des efforts titanesques pour faire cette vidéo parce que c'est extrêmement complexe de parler d'écran, mais genre vraiment extrêmement complexe. Je m'excuse d'avance si je regarde souvent mon écran, je suis obligé de prendre des notes. Je ne pouvais pas faire autrement. Autant d'habitude sur tout ce qui est hardware, informatique, etc. Là, je peux faire mes vidéos un peu à l'aveugle parce que je connais déjà très bien mon sujet. Autant là sur tout ce qui est écran, j'ai juste un peu plus que les bases et donc je vais forcément avoir besoin de regarder mon écran pour voir tout ce qui est référence, etc. Et je suis d'ailleurs désolé pour vous si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que choisir son écran c'est une tâche qui est en réalité beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser. Il y a beaucoup de choix à prendre en compte pour choisir son écran et ça on va y venir tout de suite dans cette vidéo. Quels sont les choix à prendre en compte? L'importance de ces choix va vraiment dépendre de la personne, donc c'est vraiment quelque chose de plutôt subjectif, mais pour moi je dirais que la première chose à prendre en compte c'est évidemment la résolution de l'écran. La résolution ou définition de l'écran c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de pixels qui sont affichés sur votre écran. Pour faire simple et grossir les traits, plus vous avez de pixels sur votre écran et plus votre image va être nette et belle à regarder entre guillemets. La résolution de cet écran va être calculée par deux chiffres. Le plus commun est évidemment le Full HD qui se qualifie par du 1920 x 1080, c'est-à-dire 1920 pixels multiplié par 1080 pixels. On appelle donc ça du 1080p. Dans le cas de l'Ultra HD qui est je pense la seconde résolution la plus utilisée sur des écrans, on est sur du 3840 x 2160 si je ne dis pas de bêtises. Aucune note, si j'ai réussi, Aniki, génie. Et là ça va vraiment dépendre de vous. Le Full HD en soi c'est suffisant, mais la 4K ça fait quand même vachement plaisir à l'œil et surtout ça réduit grandement l'aliasing je trouve. Ça va également dépendre de deux autres critères qui est la taille de l'écran et aussi sa fréquence d'affichage. Personnellement, je conseille minimum du 24 pouces. Si vous voulez vous diriger vers de l'Ultra HD, je vous conseille plutôt du coup du 27 pouces. Si vous voulez vraiment prendre un écran en Full HD, évitez de prendre un écran trop grand, genre par exemple 34 pouces ou quelque chose dans ce délire-là. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une résolution, c'est principalement des pixels affichés sur l'écran. Et si vous étirez cet écran, et les pixels s'étirent aussi. Et du coup, vous perdez un peu de détails, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment qu'on perd des détails, c'est plus que vous allez voir tous les défauts de la résolution que vous utilisez. Dans le cas de la 4K, vous allez difficilement voir les défauts de l'affichage avec un grand écran, parce qu'il y a énormément de pixels qui est affiché. Mais dans le cas du Full HD, ça peut vite se voir, surtout sur de grands téléviseurs. Et du coup, à l'inverse, évitez de prendre des écrans trop petits avec une grande résolution, parce que là, les pixels vont être étriqués, et du coup, vous allez pas forcément voir tous les détails que peut afficher la résolution. C'est plutôt dommage. Concernant la fréquence d'affichage, ça va dépendre non seulement de votre machine, mais également de la résolution que vous voulez utiliser. Sur console, on a déjà eu ce débat dans de précédentes vidéos, ça va principalement être du 4K 60 fps ou alors du 1080p 120 fps. A titre personnel, je privilégie toujours la fréquence d'affichage, parce que je joue principalement sur des jeux entre guillemets compétitifs, et au-delà de ça, je trouve ça beaucoup plus agréable de jouer à un jeu fluide qu'un jeu qui va être entre guillemets beau et net. Donc à vous de voir ce que vous voulez privilégier. Est-ce que vous voulez une meilleure fréquence d'affichage avec un jeu du coup plus fluide et avec moins d'input lag, ou alors est-ce que vous voulez à l'inverse plutôt une image beaucoup plus nette, beaucoup plus belle, etc. avec une fréquence d'affichage qui sera moins fluide entre guillemets. Et du coup on vient d'en parler, temps de réponse et input lag. C'est deux choses qui sont totalement différentes et qui sont souvent confondues, malheureusement. L'input lag, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le temps que va prendre une action à être affichée sur votre écran à partir du moment où vous appuyez sur un bouton. Ce qu'il faut retenir en définitive, c'est que l'input lag c'est tout simplement une latence. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que jouer avec une latence c'est franchement pas agréable et surtout quand vous jouez à des jeux compétitifs, c'est super handicapant. Imaginez jouer avec une seconde de latence. Ça paraît rien parce que c'est un tout petit chiffre, mais en réalité, une seconde
millisecondes où vous appuyez sur un bouton et qu'il se passe rien à l'écran, c'est vraiment énorme. Plus la fréquence va être élevée et moins l'input lag sera grand. Par exemple, avec du 144 Hz, on va être à peu près dans les 3 millisecondes. Là où avec du 60, on sera entre 8 et 16 millisecondes. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais sur des jeux où ça bouge très vite, genre par exemple Osu ou des FPS, et bah ça peut faire la différence mine de rien. D'ailleurs, même si votre jeu est lock à 60 FPS et que vous avez un écran à 144 Hz, et bah ça reste bénéfique, tout simplement parce que l'input lag sera gagné quoi qu'il arrive. Sauf dans le cas d'une console, parce que la manette ajoute de l'input lag et du coup ça fait que bah, le gain il est pas si fou que ça finalement. Le temps de réponse c'est plus ou moins lié, mais c'est vraiment totalement différent comme dit plus tôt. Je vais pas fondamentalement rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais en gros c'est le temps que va prendre un pixel pour changer de couleur. Et du coup, comme vous le savez, sur votre écran ou votre futur écran, vous avez plusieurs centaines de milliers de pixels. Et si celui-ci prend du temps à changer de couleur, et bah vous allez avoir une image qui va être pas super fluide entre guillemets. Moins le temps de réponse est élevé et plus l'image sera entre guillemets nette, surtout sur des mouvements qui sont très rapides. La norme classique et qu'on retrouve sur une grande majorité d'écrans, c'est 1 milliseconde. Et attention, chose extrêmement importante à prendre en compte quand vous configurez votre futur écran, c'est que même si 1 milliseconde est garantie par le constructeur de votre écran, plus vous allez ajouter du traitement à l'image dans les options de votre écran, et plus cette latence va augmenter. Genre par exemple, augmenter la netteté de l'écran, ajouter certaines technologies, ajouter de l'HDR, etc., etc. Bref, tout ça, ça augmente le temps de latence. Donc voilà, il va falloir essayer de trouver le juste milieu, essayer de vous renseigner un maximum. Au pire, laissez les options par défaut ou laissez votre console faire le travail à votre place, parce qu'il y a des options comme le mode jeu par exemple qui permet de diminuer le traitement de l'image au maximum pour avoir un temps de latence minimal. Bref, vous l'avez compris, juste avec tout ce qu'on a dit jusque là, c'est très compliqué, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, je suis désolé si c'est pas clair, j'essaye de vulgariser au maximum mais c'est vraiment pas facile. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est même pas tout ce qu'il y a à prendre en compte, le calvaire n'est même pas terminé. Tout d'abord, avant de rentrer dans les spécificités techniques, quelles sont les marques que je recommande? Alors évidemment, les marques ça veut pas tout dire, faut vraiment se baser sur les caractéristiques techniques d'un écran pour vraiment en apprécier toute la saveur entre guillemets, mais la marque de votre écran est quand même plutôt important parce que ça vous garantit un savoir-faire et surtout une garantie. J'ai dit 2 fois garantie, mais c'est pas grave. Allez, courage Aniki, tu peux le faire. Personnellement et de mémoire, je recommande les écrans MSI, Samsung, LG, AOC, BenQ, après il y a également les écrans Asus et Acer qui sont bien, et sinon le reste, évitez au maximum. Parce que même si un écran est pas cher, je sais, ça peut être alléchant et c'est un choix qu'il faut prendre en compte, le budget que vous avez, mais malgré tout, quand un écran est pas cher, c'est forcément pour des raisons. Et ça, ça fonctionne absolument partout, hein. Quand quelque chose est pas cher, il y a forcément une raison derrière, et du coup, essayez de vous méfier un maximum. Regardez des tests sur internet, si vous pouvez pas, ou si vous avez la flemme de check les caractéristiques techniques et de les comparer. Je connais pas tous les sites, mais en gros, on va dire Frandroid, les numériques, il y a aussi Display Ninja qui est en anglais, et au pire, ce que vous pouvez faire, c'est que quand un écran vous tape à l'œil pendant vos recherches, vous prenez la référence de cet écran avec le nom, la marque, etc. Vous tapez ça sur Google, vous écrivez review et vous allez avoir des sites qui ont fait des tests de cet écran et qui vont pouvoir faire l'analyse de cet écran à votre place en fait finalement. Et donc vous l'avez compris et comme dit en début de vidéo, l'écran que vous allez choisir et les caractéristiques que vous allez choisir sur votre écran, ça va vraiment dépendre de votre machine. Sur PC, pourquoi pas du 1440p 144 Hz, ça peut être vraiment cool, comme ça vous pouvez bénéficier du mi-chemin entre 1080p et 4K et en même temps avoir une grande fréquence de rafraîchissement avec un input lag plutôt bas. Et si vous avez une machine absolument titanesque ou que vous allez vous acheter une RTX 3080, pourquoi ne pas partir sur un écran 4K avec 120 Hz? Bref, ça va dépendre de la puissance de votre machine, de vos goûts et surtout de votre budget, parce que des écrans 4K 120 Hz avec de l'HDR, etc., ça coûte très cher. Quoi? Dans le cas où vous avez une PS4, une PS4 Pro, une Xbox One X, une Xbox One S, etc. Là, je vous conseille plutôt de partir sur un écran 1080p, voire 4K, mais dans tous les cas, restez sur du 60 Hz. Au-dessus, c'est vraiment pas utile. Vous allez payer plus cher pour pas grand-chose. Néanmoins, si vous êtes sur Series X, Series S et PS5, je vous conseille plutôt un écran 4K 120 Hz au mieux avec de l'HDR. Même s'il n'y aura pas beaucoup de jeux qui tourneront en 4K 120 Hz et surtout sur Series S et PS5, ça restera utile parce que
que ça vous laissera le choix. Imaginons qu'un jeu soit disponible en 4K 60 fps et qu'il est aussi possible d'y jouer en 1440p 120 fps voire 1080p 120 fps. Et du coup ça vous laissera le choix. Est-ce que vous préférez de la 4K à 60 ou alors, comme dit plus tôt, de la 1080p ou de la 1440p à 120 Hz. Et peu importe vos préférences de ce côté-là, privilégiez toujours un écran 4K 120 Hz si vous le pouvez. Parce que si vous prenez du 4K 60 Hz, le 1080p 120 Hz, faudra oublier, ce ne sera pas possible. Votre écran sera en 60 Hz quoi qu'il arrive. En soi, c'est juste dommage de perdre cette fréquence de rafraîchissement pour la résolution. Et du coup, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez privilégier un écran 1440p 120 Hz ou alors un écran 1080p 120 Hz et toujours avec de l'HDR d'activer. L'HDR, c'est quoi d'ailleurs? C'est une technologie qui va entre guillemets sublimer les couleurs. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais retenez juste que l'HDR, c'est joli. C'est débile comme phrase. Et là, vu qu'on parle de console, on va devoir aborder un point qui a été vraiment très mal compris, et à raison, parce que la communication autour est pas super claire. Et surtout, c'est un point relativement technique, il faut le dire. L'HDMI 2.1. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce que c'est important? Est-ce que si vous avez actuellement pas un écran en HDMI 2.1, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, vous allez devoir claquer 1000 balles? On voit ça tout de suite. L'HDMI 2.1, c'est tout simplement une version de l'HDMI, ça je pense que vous l'avez compris, merci à Nikki, c'était super, Captain Obvious, tout ça. Et bref, à quoi ça va servir? Ça va tout simplement augmenter le débit que peut transporter vos câbles HDMI. En gros, pour afficher une résolution élevée, une fréquence d'affichage élevée, etc, plein de normes, tout ce qui est HDR, FreeSync, etc, il faut du débit. Et ce débit, on peut pas l'inventer, il est pas magique, il est relié à la version d'HDMI que vous allez utiliser. Si je dis pas de bêtises, l'HDMI 2.0 c'était par exemple 18 Go par seconde. Et même si c'était relativement un peu en retard sur son temps, ça permettait pas mal de choses à l'époque, avec notamment de la 4K à 60 fps ou encore du 1080p à 120 Hz. Je suis pas sûr qu'on pouvait monter à 144. Ça je crois que c'était arrivé un peu après avec l'HDMI 2.0B ou un truc comme ça. Et bref, avec le 2.1, on est vraiment ultra en avance sur notre temps, puisqu'on peut monter jusqu'à de la 10K à 120 Hz. Alors ça, je suis vraiment pas certain. C'est annoncé comme tel, mais vraiment, je suis pas sûr. La 8K 120 Hz, pourquoi pas, mais la 10K 120 Hz, ça me paraît vraiment énorme. Et à raison d'ailleurs, énorme, c'est le bon terme, parce que avec l'HDMI 2.1, on monte à carrément 48 Go par seconde. Je sais pas si vous vous rendez compte, d'habitude, on double le débit à chaque version, et là, en passant à une nouvelle version, on a genre tripler le débit. On est vraiment très en avance. Après, j'ai envie de dire, mieux vaut être très en avance que en retard, voire très en retard parfois. Et à côté de ça, ça va apporter aussi de nouvelles technologies. Bon, ces technologies, je vais pas vous mentir, je les connais pas par cœur et j'ai pas envie de m'éterniser sur le sujet. Du coup, je vais juste vous afficher un petit screen sur l'écran, une petite musique d'attente, et ensuite on passe à la suite. Ok, du coup j'en ai ras le cul d'attendre, on passe à la suite. Quelque chose qui va être essentiel au choix de votre écran et qui va influer sur les caractéristiques techniques de celui-ci, ça va être le choix de la dalle de l'écran. Il en existe 3 types principaux, c'est les TN, les VA et les IPS. Alors du coup, quelles sont les différences? Pour résumer et faire le plus simple possible, les dalles TN sont celles qui vont avoir le temps de réponse le plus bas, alors que les IPS, eux, vont avoir un temps de réponse certes plus élevé, mais des couleurs beaucoup mieux gérées et donc moins ternes. Et d'ailleurs, je sais pas si ça a évolué depuis, mais à l'époque, il n'y avait pas de dalle TN compatible HDR. Et là, peut-être que vous vous dites, et c'est un peu dommage quand même parce que j'ai le choix entre temps de réponse et gamme de couleurs, c'est-à-dire soit une image terne mais avec un bon temps de réponse, soit l'inverse. Mais heureusement il y a un compromis entre les deux et ça c'est les dalles VA. Les dalles VA, je vais pas trop m'éterniser dessus, c'est tout simplement le juste milieu comme dit plus tôt. Ça va privilégier le meilleur compromis entre temps de réponse et espace de couleur. Du coup laquelle choisir entre les trois? Personnellement moi j'ai une préférence pour les dalles VA, mais si vous êtes fanat de temps de réponse, partez sur une TN. Si vous êtes plutôt sur tout ce qui est gestion de couleurs, etc., partez sur de l'IPS. Moi, je trouve que le VA, personnellement, c'est le truc le plus polyvalent, le truc qui va matcher dans la plupart des cas. Donc bref, si vous savez pas quoi choisir, VA en priorité. Maintenant, il y a quelque chose d'autre à prendre en compte, et là, on va devoir relativiser mon propos. C'est chiant, je sais, désolé. C'est les technologies QLED et OLED. Alors l'OLED et le QLED, qu'est-ce que c'est? Ces deux technologies sont des évolutions de la technologie LED. Habituellement, un écran LCD classique sera équipé de LED qui vont émettre de la lumière blanche derrière la dalle de l'écran. Les pixels qui composent la dalle vont donc former des couleurs à partir d'une LED qui est blanche à la base. Concernant l'OLED et le QLED, c'est totalement différent. Ici, chaque pixel sera équipé
équipé de 3 diodes, une rouge, une verte et une bleue. Chacune de ces diodes peuvent être allumées ou éteintes séparément les unes des autres, ce qui permet au passage de créer la couleur noire. Et un noir absolu puisqu'il n'y a littéralement pas de lumière derrière, permettant ainsi un taux de contraste parfait. On va pas rentrer dans les détails plus que ça ici, mais cette différence fait qu'on gagne en netteté, en réactivité, en consommation, en durée de vie, et en plus de tout ça, les couleurs finissent par être moins ternes et donc beaucoup plus belles. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'OLED c'est une technologie propriétaire à LG, et que le QLED, quant à lui, c'est une technologie propriétaire à Samsung. Personnellement, je ne peux pas dire que j'ai remarqué un gouffre monstrueux entre ces deux types d'écrans. La qualité d'image me paraissait vraiment similaire pour pas dire identique. Néanmoins, le QLED, il faut dire ce qui est, a plus d'avantages par rapport à l'OLED. Globalement, les écrans QLED, c'est des écrans qui vont avoir une meilleure durée de vie, qui vont consommer moins d'énergie, qui vont afficher des couleurs plus naturelles, même si effectivement on peut préférer des couleurs plus flashy, etc. Et en plus de tout ça, c'est des écrans qui vont être moins chers. Peu importe la dalle qu'ils vont avoir, donc IPS, VA, TN, etc., ils vont avoir de très bons temps de réponse pour une très bonne qualité d'image. C'est vraiment ça le plus qu'ils apportent. Donc franchement, si vous avez l'occasion de taper sur du QLED, n'hésitez pas, ça apporte un gain de ouf. Et on va y venir plus précisément dans quelques secondes, on va parler des espaces de couleurs. Pourquoi et comment il y a un gouffre sur la qualité d'image entre QLED OLED et LCD? Et bah, c'est directement lié à l'espace de couleur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, logiquement beaucoup d'entre vous oui, mais l'œil humain, il ne peut pas percevoir toutes les couleurs qui existent. Ou en tout cas, c'est un sujet plutôt compliqué, très controversé, très philosophique. La science ne peut pas encore totalement y répondre, on a des pistes de réflexion là-dessus. Mais bref, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'œil humain a ses limites sur tout ce qui est affichage de couleurs, et du coup, sur nos écrans, on a des normes pour, entre guillemets, quantifier tout ça. Et à côté de ça, oui, effectivement, ça crée une différence, c'est vraiment une différence monstrueuse. Ces normes en question, les voici. La plus petite, c'est le sRGB. Ensuite, il y a le Adobe RGB juste au-dessus, et ensuite encore au-dessus, il y a le NTSC. Quoi qu'il en soit, l'écran de mon PC portable affiche un spectre à 99% du sRGB, alors que mon PC fixe, lui, il est plutôt à 125%. Et là, on se dit 125%, ça n'a aucun sens. Effectivement, parce que les trois normes que j'ai citées ont pas les mêmes pourcentages. Le Adobe RGB est au-dessus du sRGB, ce qui fait que mon écran de PC fixe, il est genre 95% du spectre Adobe RGB. Et du coup, on peut se dire, oui, la différence est pas aussi énorme que ça, il y a genre juste 26%, c'est pas beaucoup. La différence, tu la vois pas. Détrompez-vous, la différence, je la vois bien personnellement. Sur mon PC fixe, les couleurs sont non seulement plus naturelles, mais en plus de ça, sont plus belle entre guillemets. Je sais pas trop comment expliquer, mais le fait que mon écran de PC fixe affiche plus de couleurs fait que il me paraît beaucoup plus agréable à utiliser que l'écran de mon PC portable. Donc voilà, ça aussi très important. Vérifiez bien tout ce qui est espace de couleurs, etc. C'est très important, ça va vraiment définir la qualité d'image de votre écran. Il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est une grosse partie à prendre en compte. Et donc si je me trompe pas, on a parlé de tout ce dont on devait parler dans cette vidéo. C'était extrêmement complexe à faire, je suis KO. En plus j'ai perdu genre 20-30 minutes de record, donc là j'ai été obligé de re-record, je pense que vous l'avez remarqué, mais bref, je vous passe les détails, c'est du off. Donc quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.